il y a fort à parier, si on est sur la même longueur d'onde, que l'humain soit au centre de vos préoccupations. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut être plus humaine, qu'un management peut être plus sympa, qu'on peut tous vivre mieux à l'entreprise? Eh ben, je pense qu'une capacité essentielle pour ça, mais vraiment le pilier, c'est la vidéo d'aujourd'hui, c'est la capacité à se mettre à la place de son prochain. Imaginez l'histoire suivante. L'histoire d'un caissier qui va bosser le matin et en fait, il n'a pas vraiment la grande forme pour aller travailler parce que sa mère vient d'être admise aux urgences. Son manager le voit et écoute, je comprends ta situation, vas-y, va la rejoindre, je prends ta place. Bon, la législation du travail ne l'autorise peut-être pas, certes, mais je trouve ça juste ça normal d'avoir cet élan en fait, de compassion, de compréhension envers l'autre. On peut aussi mettre ça dans une logique de coût-bénéfice. Là, par exemple, oui, il y a un coût de l'employé qui ne bossera pas une journée, certes, il faudra récupérer le travail, mais en termes de bénéfice, une fois que cette personne est allée à l'hôpital voir sa mère et qu'elle se sent comprise, elle a confiance en son manager, le jour où le manager a peut-être besoin d'un petit service, tiens, j'ai personne à mettre dimanche pour faire l'ouverture, est-ce que tu pourrais me filer un coup de main et venir prendre ce créneau-là? Ouais, attends, ouais, c'est donnant, ouais, tu m'aides, je t'aide, quoi, c'est normal en fait. Pour moi, cette histoire illustre aussi un autre grand principe en termes de relations humaines et de communication, c'est celui de donner avant de recevoir. Par exemple, le respect. Avant d'exiger le respect de quelqu'un, c'est plus facile de lui donner, lui montrer qu'on le respecte. Et peut-être qu'en retour, oui, en se sentant respecté, il aura envie de nous rendre l'appareil. Ça m'amène à une autre exploration que j'ai envie de vous proposer. C'est, selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un bon chef ou d'un bon collaborateur si jamais dans votre boîte il n'y a pas de relation de pouvoir, de hiérarchie? Prenez le temps de faire une pause éventuellement dans la vidéo pour y réfléchir, pour poser sur le papier. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à cette question. Je vais vous partager quelques éléments qui me sont venus pour moi, enfin en tout cas le principal qui me parle à moi dedans, et peut-être que vous avez aussi quelque chose de ce genre-là. Pour moi, un bon chef, typiquement, c'est quelqu'un qui va me comprendre et qui va me soutenir dans mon action. Ça ne veut pas dire être d'accord avec moi. Ça veut dire quelqu'un qui ait de la bienveillance envers moi. Dans une entreprise classique, souvent les problèmes qu'on rencontre sur le terrain, en fait, ils ne peuvent pas être solutionnés sur le terrain parce que les gens n'ont pas le pouvoir de les solutionner, mais par l'opacité des différentes couches de management, ils ne remontent pas jusqu'au point où le pouvoir de décision est, et donc les problèmes restent, et même ils sont occultés parce que ça ne le fait pas de remonter un problème à son chef, vaut mieux dire que tout va bien. Un des secrets qui fait la performance des entreprises libérées, c'est que on va s'intéresser très fortement à qu'est-ce qui embête les gens qui sont sur le terrain et comment est-ce qu'on peut leur rendre le boulot et la vie plus facile. Je pense en particulier au ministère des Transports belge où il y avait Laurent Ledoux qui conduisait une transformation par rapport à ça. Il avait fait un truc qui s'appelait le comité des petits cailloux. Vous savez, les petits cailloux dans la chaussure qui nous empêchent de marcher. C'était ça. On cherche les petits cailloux et quand il y en a, on essaie de les enlever pour marcher mieux, pour que ça soit plus facile pour tout le monde. S'intéresser à comment l'autre vit son boulot et faire pour que ça soit mieux. À mon sens, il y a plein encore d'autres raisons de développer cette capacité et cette envie de comprendre le point de vue de l'autre, de se mettre à sa place. Par exemple, dans un cas où il y aurait un conflit, une résolution de conflit, ou même simplement une prise de décision collaborative, il y a besoin de pouvoir comprendre le point de vue de l'autre. On ne dit pas d'y adhérer, mais de pouvoir le comprendre et de pouvoir lui montrer qu'on l'a bien compris. De la même manière, si pour vous l'égalité en dignité humaine dans l'entreprise est importante, alors je pense que oui, de considérer que chaque point de vue a une légitimité égale, quels que soient les galons que la personne a, c'est super important. Alors oui, peut-être certaines personnes sont plus expertes que d'autres sur le sujet, mais concernant l'expérience immédiate, qu'est-ce que je vis sur mon poste de travail, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe pour moi, tout le monde est absolument ultra légitime pour parler de son expérience. Cette capacité de se mettre à la place de quelqu'un, ou d'essayer en tout cas de ressentir ce que cette personne ressent et de comprendre ce qu'elle vit, moi j'appelle ça la position 2. Ça vient de la PNL, programmation neurolinguistique. 2 comme les pronoms personnels, je, tu, il ou elle, le 2 c'est le tu. Voilà, qu'est-ce qui se passe si je me mets à ta place? La bonne nouvelle, c'est que cette capacité-là, on l'a tous, ou du moins on a tous un certain potentiel pour la développer si on la bosse. On part pas forcément avec le même quota au début, certes, mais on est câblé pour pouvoir quand même à peu près comprendre notre prochain. Mais il y a des pièges, entre autres la quantité. En entreprise, on est rarement sur le trop d'empathie, genre je prends à ma charge l'émotion de l'autre et j'en prends même plus, je souffre même plus que lui. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'on oublie de prendre en compte comment l'autre personne vit sa situation. C'est plutôt ça qui pêche. Si vous avez un collaborateur qui ne respecte pas certaines consignes pour le boulot et ça vous agace, certes vous pourriez lui dire, écoute, moi je suis embêté, voilà les conséquences pour moi quand les consignes ne sont pas respectées, ok c'est une chose, mais vous pouvez aussi aller vous intéresser à, tiens, comment ça se fait que tu n'as pas respecté les consignes là et là? Si ça se trouve, ça fait sens, ça se trouve c'est une solution pour lui, ça se trouve là, les consignes ne fonctionnent pas pour lui, et il a trouvé des solutions créatives qui marchent mieux. Si vous vous intéressez à ce collaborateur, vous découvrirez comment il le vit subjectivement, d'une part cette personne se sentira comprise, et d'autre part vous comprendrez beaucoup mieux, tiens, voilà donc comment ça se passe, et vous serez beaucoup plus à même de trouver des solutions ensemble. Un autre exemple de déficit de position 2, c'est quand on prend une décision qui concerne des gens, mais qu'on ne les met pas dans la boucle, on les informe juste de la décision.
Moi, je l'ai vécu par exemple quand j'étais dans une start-up où on était un peu en retard sur un projet et mon chef a décidé que, comme il partait en vacances la semaine suivante, cette semaine-là, on bosserait 12 heures par jour. En fait, s'il m'avait demandé, s'il m'avait partagé le fait qu'il se sente pas très bien par rapport au fait qu'on soit en retard et qu'il voulait qu'on finisse, j'aurais dit, mais carrément. Mais il me l'avait présenté de manière autoritaire. Bon, je décide que. Alors moi, donc j'ai fait une croix sur pas mal d'heures de ma vie sur lesquelles je comptais et je l'ai pas forcément bien vécu. Ça aurait été infiniment plus facile pour moi de m'engager dans cette semaine intensive si je l'avais choisi. Si on avait décidé ensemble de quoi mettre en place, alors j'aurais été à 200% derrière lui pour qu'il puisse passer des vacances tranquilles derrière. Un autre cas aussi dans la communication en général, où à mon avis on pêche par défaut de position 2, c'est le cas où on dit quelque chose et en fait c'est mal perçu derrière parce qu'on n'a pas pris les bons mots. Il y a un présupposé de la communication selon l'école de Palo Alto qui dit « Le sens de la communication est la réponse qu'on obtient. En s'étant mis à la place de l'autre avant, on aurait peut-être pu prendre des meilleurs mots qui font notre message aurait été mieux compris. » Ça c'était pour les travers concernant la quantité de position 2. Mais il y a aussi des difficultés concernant la qualité. Parce que c'est très facile d'imaginer, avec son expérience de vie à soi, ce que doit se passer pour l'autre et de tomber totalement à côté. Par exemple, dans une boîte pour laquelle j'ai bossé, on m'avait filé un téléphone portable de fonction qui ne m'a servi strictement à rien. Ah si, quand les chefs venaient nous voir dans le bâtiment, une fois tous les 15 jours, ils appelaient sur ce téléphone-là pour qu'on leur ouvre la porte. C'est tout. Mais c'était basé sur un besoin supposé de moi qui était totalement à côté. J'en avais absolument pas besoin. Donc c'est un bon exemple de cas où en fait quelqu'un a imaginé un besoin qu'on pouvait avoir, mais en fait qui tombe totalement à côté. Et celui-là, il est simple, il n'a pas fait beaucoup de dégâts. 20 € de téléphone par mois qui servent à rien. Mais quand on imagine par exemple le poste de travail de quelqu'un à sa place, en imaginant que ça va être bien pour lui, et qu'en fait on tombe totalement à côté, ça fait beaucoup plus mal. Bon c'est très facile de tomber là-dedans si on ne vérifie pas en fait si ce qu'on imagine pour l'autre est effectivement une réalité pour l'autre, ou si c'est juste notre fantaisie par rapport à nos biais personnels. Donc pour moi, la position 2, c'est un peu comme un muscle. Ça s'entraîne, ça s'affine, à la fois sur la quantité et la qualité. Sur la quantité, je vous ai parlé de pas mal de fois où, à mon avis, ça serait utile d'aller se mettre à la place de l'autre parce qu'on peut oublier de le faire, mais aussi sur la qualité. Imaginez par exemple que vous avez un collègue à qui vous avez confié une tâche et que depuis, il répond plus à vos mails, c'est comme si vous fuyez, on s'est fâché, il y a un truc qui va pas. Vous pourriez agir sur cette base-là. Mais si vous allez vérifier, peut-être que si vous allez lui poser la question, il vous dirait je suis en pleine séparation en ce moment, j'ai pas du tout la tête à ça, je suis pas du tout efficace, désolé. Votre supposition était totalement à côté. Donc encore une fois l'invitation, allez vérifier tout ce que vous supposez au sujet de la vie de quelqu'un d'autre, allez le vérifier. Est-ce que c'est vrai dans la vie de cette personne-là? Pour pas prendre une décision foireuse sur cette base. Et si on passait à la pratique, mon invitation, c'est de déployer votre curiosité, d'être curieux ou curieuse envers les gens de votre entourage, personnel, professionnel, en particulier dans les situations difficiles. Quand il y a eu un clash, quelque chose comme ça, ou une incompréhension, allez voir cette personne et qu'est-ce qui se passe pour toi? Explique-moi. Et d'aller enlever toute forme de jugement qu'il pourrait y avoir de votre côté pour vous intéresser pleinement à comment cette personne le vit. Et quoi qu'il arrive, c'est légitime. Cette personne est légitime dans ses émotions, dans ses ressentis, dans son vécu de la situation. Déployez votre curiosité et soyez curieux, curieuse de comment les autres vivent les situations. Tout ce qu'on a dit là, qui est à la base pour le contexte de l'entreprise, ça marche aussi, ça marche très très bien dans le contexte de la famille, du couple. Donc n'hésitez pas à aller aussi investiguer dans ces domaines-là. Par rapport à cette démarche, il se peut que vous ayez des effets secondaires. Rassurez-vous, je pense qu'ils sont positifs. Premier effet secondaire que j'escompte, c'est que vous aurez des meilleures relations, des relations de plus grande qualité. Le lien avec les autres sera bien meilleur, grâce à cette curiosité. Le deuxième effet secondaire potentiel de cette exploration serait de mieux vous connaître. Au travers de cette curiosité par rapport à l'autre, vous allez peut-être mieux comprendre le contraste, comment vous êtes différent de l'autre, et aussi où sont vos forces personnelles, parce que tout le monde n'est pas comme ça, où sont vos faiblesses personnelles, parce que tout le monde n'est pas comme ça encore une fois. Bref, vous allez aussi vous découvrir à travers cette exploration des autres. Voilà, je vous souhaite une super exploration, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.